Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Comment les financiers valorisent l'extra-financier depuis le tsunami financier des années 2007-2008 ? Eh bien, il faut repenser la finance moderne et c'est l'une des missions de la SFAF. Nous allons parler de ce thème aujourd'hui en compagnie de Marie-Pierre Payon, sa présidente. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Thomas. Vous avez organisé donc avec la SFAF la 4e édition d'une conférence annuelle ESG pour environnemental, sociétal et gouvernance. 3 lettres qui s'imposent de plus en plus à la fois dans l'information que les émetteurs produisent et bien sûr dans la façon dont s'en servent les investisseurs. On va voir avec vous comment tout ça se met en place. Ce n'est pas un thème nouveau, en effet, 4e édition, mais avec toujours une difficulté. Quels sont les indicateurs qui vont permettre de communiquer ? Où en est-on du point de vue des émetteurs tout d'abord ? Alors, ça fait des années qu'on parle de ce thème-là et un des enjeux premiers, c'est effectivement d'identifier les indicateurs qui sont susceptibles d'intéresser les investisseurs et que les émetteurs peuvent être capables de nous communiquer. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'on reste encore dans une très grande hétérogénéité des indicateurs, que les émetteurs aujourd'hui de plus en plus font un travail de sélection et de tri des indicateurs qu'ils peuvent nous communiquer. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième élément, on s'aperçoit que dans la communication des émetteurs, cette thématique n'est pas encore toujours très présente. Il y a eu un rapport très récent de l'AMF sur la RSE. On s'aperçoit que finalement, cette thématique n'est pas présente dans les communiqués de presse. Et nous, en tant qu'investisseurs, on s'aperçoit aussi que dans les roadshows ou dans les publications que font les émetteurs, notamment lors de la présentation des comptes annuels ou semestriels, cette thématique-là est rarement prise dans les slides. Parce que, en fait, du côté émetteur, c'est ce qui s'est dit pendant cette conférence, c'est encore vécu souvent comme une approche de gestion des risques, comme une approche de contraintes réglementaires et avec une dimension artisanale, alors selon la taille des sociétés ou leur métier. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore, comme dans le domaine financier, de gros référentiels. Alors, il y en a, j'ai envie de dire, une multitude finalement, mais qui montre bien que ce sujet n'est pas encore complètement mature. Et les entreprises, alors je ne dirais pas artisanales, je dirais qu'aujourd'hui, en une dizaine d'années, il y a quand même eu énormément de progrès qui ont été faits. Maintenant, la difficulté, c'est d'arriver à une normalisation, à une sorte de standardisation. Effectivement, dans les états financiers, quand on a commencé, enfin j'imagine à l'époque, quand ça a commencé, pareil, il a fallu un certain temps pour que l'on normalise. Je dis toujours qu'on est peut-être aujourd'hui comme dans les années 60-70 en termes d'analyse financière. Donc il faudra quelques années pour se structurer. Néanmoins, je suis positive parce que en 10 ans, les émetteurs et les investisseurs ont bien travaillé ensemble pour progresser dans cette normalisation. Il y a un effort de normalisation avec des groupes de réflexion à l'échelle internationale qui se mettent en place, un peu comme ce qui s'est fait dans l'univers de la comptabilité. On en est où là ? Est-ce que justement déjà on est d'accord sur les organismes qui prennent le leadership ? Non, il n'y a pas d'accord sur les organismes qui prennent le leadership. Il y a effectivement un certain nombre de noms qu'on pourrait citer. Bien sûr, il y a la GRI depuis le début. Il y a les normes ISO. Il y a aussi tout récemment toutes les réflexions qui portent sur le reporting intégré, qui effectivement est certainement là le lien que l'on peut faire de manière plus approfondie entre l'approche financière et l'approche extra-financière. Alors ce mot d'intégration, il revient tout le temps dans la bouche des intervenants, que ce soit les investisseurs avec une recherche de plus en plus intégrée, c'est-à-dire qui intègrent ces paramètres ESG, et puis les émetteurs qui rêvent finalement à terme d'un rapport qui mêle le financier et l'extra-financier. On en est loin selon vous ? On progresse. Il y a effectivement un certain nombre de travaux de place où chacun apporte ses idées. Et de toute manière, on parlait tout à l'heure de normalisation, c'est peut-être pas le terme de normalisation, mais plus de standardisation et d'approche commune sur lesquelles il faut tendre. Donc, on est loin d'un accord ou d'une organisation type IFRS et autres, et je ne sais pas si c'est ce qu'on vise aujourd'hui, mais on débat pour se
pour déterminer ce que l'on entend sur le E, ce qu'on entend sur le S ou ce qu'on entend sur le G, parce que là encore, il y a encore beaucoup d'hétérogénéité. Avec une réglementation qui progresse, hein. Il y a le Grenelle 2 qui pousse, hein, qui oblige pour les maintenant entreprises françaises. Absolument, les entreprises françaises à justement communiquer sur ces indicateurs. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'on ne vit plus dans un monde uniquement sur franco-français. Il faut élargir ce débat et à l'Europe et au monde entier, puisque nous, en tant qu'investisseurs, on doit avoir effectivement une vision sur des entreprises worldwide. En tant qu'investisseur, ce qui vous intéresse aussi, c'est à la fin le financier, comment toute cette politique se traduit en résultats sonnants et trébuchants. Et c'est toute la difficulté de l'ESG, la matérialité, comment est-ce qu'on mesure finalement des actions. Est-ce que l'absentéisme, finalement la diminution du taux d'absentéisme est valorisable. Certains évoquaient le chiffre de 1% d'absentéisme en moins égale 1% de chiffre d'affaires en plus, je parle sous votre contrôle. D'autres, des entreprises qui arrivaient vraiment à mesurer beaucoup plus de choses d'un point de vue de l'impact financier. Ça, il y a quand même des bons élèves qui arrivent à faire progresser justement l'ESG. Alors, je pense qu'il faut dire que quand on commence à intégrer les critères ESG, je pense qu'à la base, il faut être convaincu. C'est une conviction qui vous amène à dire que la prise en compte de ces critères vous permet d'avoir une vision globale de l'entreprise et vous permettra de mieux mettre en évidence comment elle crée de la valeur. En même temps, il y a eu beaucoup de recherches académiques qui essayent de montrer des corrélations justement entre celles que vous avez citées, par exemple, le taux d'absentéisme et chiffre d'affaires, mais il y en a aussi de multiples autres derrière. Et il y a beaucoup d'académiques qui se sont lancés sur cette thématique aujourd'hui et qui prouvent qu'effectivement, de plus en plus, il faut intégrer ces éléments-là. Maintenant, l'intégration, encore une fois, c'est souvent du bon sens et qui permet de revenir surtout à une approche vers les fondamentaux de l'entreprise et une approche de moyen long terme. Alors, on voit un peu comment les émetteurs essayent de promouvoir des indicateurs, de structurer, de standardiser et d'appréhender ces trois lettres ESG. Comment est-ce que les investisseurs le vivent? Il y a des roadshows qui sont organisés, il y a des dialogues en one-to-one. Là aussi, j'imagine que c'est assez disparate. Alors, même chose, comme on a dit au départ, il y a une certaine hétérogénéité dans la demande des investisseurs. Tout dépend du type d'investisseur que vous êtes. Si vous êtes effectivement un investisseur très court terme et aussi benchmarké, vous allez peut-être moins vous y intéresser que si vous êtes un investisseur de long terme, style fonds de pension ou compagnie d'assurance. Donc, c'est effectivement, vous avez aussi une demande très différente de la part des investisseurs. Avec des propos un peu iconoclastes lors de la conférence, ou en tout cas qui peuvent surprendre. Il ne faut pas forcément investir sur les best in class, les meilleurs de la classe, mais peut-être ceux qui font le plus d'efforts ou qui partent de plus loin, pour deux raisons. Parce que c'est là où on va vraiment faire progresser le développement durable, et ensuite c'est là où on peut créer de la valeur davantage. C'est là toute la difficulté en quelque sorte de cette approche, parce qu'effectivement, il ne faut pas... On n'a pas souvent les indicateurs, ou on ne les a pas toujours, on n'a jamais le bon qu'il nous faudrait. Mais ce qui est très important dans cette approche, c'est d'avoir énormément de dialogue avec les émetteurs. Et aller demander à une entreprise de lui dire, lui justifier pourquoi sur tel ou tel critère on considère qu'elle n'est pas très bonne, mais qu'est-ce qu'elle compte faire. Pour nous, effectivement, ça peut être un élément supplémentaire dans la sélection de valeurs que nous allons pouvoir faire. Et donc il y a trois lettres, ESG. Est-ce qu'il y en a une des trois ou deux des trois qui sont plus en avance que les autres? Est-ce que vous voyez ça comme ça? Alors incontestablement sur le E, là ça a été plus facile. L'environnemental, ça a été beaucoup plus facile de quantifier en quelque sorte. Oui, les émissions carbone, le nombre de litres d'eau, d'hectolitres qu'on peut utiliser. Alors, c'est pas complètement là aussi standardisé, les indicateurs restent encore hétérogènes, mais là c'est quand même beaucoup, on parle facilement d'une approche beaucoup plus quantifiable et beaucoup plus facile à intégrer dans une approche aujourd'hui financière. Sur la gouvernance, même chose. Il y a des codes de gouvernance qui ont été réfléchis aussi bien au niveau de la France, au niveau de l'Europe. Donc là aussi, il y a une approche beaucoup bien maîtrisée. Donc le E et le G. Le E et le G. Reste le S. Le S, alors le S déjà, pour social, il y a à la fois du social aspect capital humain, donc à l'intérieur de l'entreprise, et il y a aussi le S aspect sociétal. Et là, on voit bien que c'est un pilier finalement très large. Et pour arriver à sélectionner des indicateurs, valables d'ailleurs pour chaque secteur d'activité,
c'est un petit peu compliqué et c'est là où on a le plus d'hétérogénéité et le plus de difficultés à arriver à sélectionner que quelques indicateurs. Parce que trop d'indicateurs tuent les indicateurs. Est-ce que cet ESG est bien pris en compte au niveau des plus hautes sphères de l'entreprise, hein, que ce soit le directoire, le comité exécutif, le conseil d'administration? Alors, tout dépend effectivement des entreprises. Je pense qu'il y a un certain nombre, alors comme vous l'avez cité tout à l'heure, les entreprises françaises, grâce au Grenelle 2, effectivement, ont été sensibilisées très tôt. Parfois, ça peut être pris comme une contrainte, mais de plus en plus, je pense que les comités de direction et à l'avenir, de plus en plus, les conseils d'administration sont sensibilisés, notamment parce que ça peut aussi être des bons éléments pour identifier des risques et mieux gérer des risques au sein de l'entreprise. Une dernière question, Marie-Pierre Payon, vous êtes la présidente de la SFAF, Société française des analystes financiers. Comment est-ce qu'on pourrait mieux intégrer cette dimension extra-financière, ne serait-ce que dans le nom, la SFAF? Alors la réflexion sur le nom est en cours. Comment on peut mieux l'intégrer? C'est déjà au sein de la SFAF, nous avons une commission développement durable et RSE, qui donc est ouverte à l'ensemble des analystes financiers de la SFAF, donc qui par ces conférences-là porte effectivement ce sujet à la connaissance de l'ensemble de nos membres, hein. Et c'est, je pense, que d'en parler de plus en plus, de montrer en quoi c'est utile, en quoi on revient vers les fondamentaux qui a toujours été les fondements même de la SFAF. Merci Marie-Pierre Payon de nous avoir raconté un petit peu ce qui s'était dit lors de cette 4e édition de la conférence ESG organisée par la SFAF. Rendez-vous l'année prochaine. Bien sûr. Merci. Volontiers.